je sais pas si... Test 1, 2, 3, test. Test 1, 2, 3, test. Est-ce que tout le monde me reçoit là? Ok. Votre écran. Ok. Voilà, test. 1, 2, 3, test. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on est en live là? Tac. Je suis pas sûr de mon sujet. Hein. Test 1, 2, 3, test. Test 1, 2, 3, test. Ok, est-ce que vous... Ok, cool, ok. Je viens de voir vos commentaires. Salut MJ, Maguette Jobso, Abdoulaye Tchoub. Alors, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me recevez? Machoupa, salut. Est-ce que vous me recevez sur le son? Est-ce qu'on est bon? Oui. MJ, bonsoir coach. Salutations de Bamako. Soyez les bienvenus sur le live. Alors, je veux juste m'assurer que le son est bon. Est-ce que je peux avoir un feedback de votre part pour m'assurer que tout est correct? Salut Fatimé, my sister, sois la bienvenue. Noatamba, mon frère. Youssouf Ag Echefer, le grand coach, sois le bienvenu. Gabi, mon frère. Yes, je vois que tout le monde est dans la place. Ok, parfait. Écoutez, merci d'avoir trouvé du temps pour le passer un peu avec moi. Alors vous voyez ça. Les aléas du direct, hein. Vous savez ce que c'est, j'imagine. Alors, merci d'avoir trouvé du temps pour venir le passer avec moi sur ce live. Et vous devez vous poser la question de pourquoi je fais un live aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Alors, si vous me recevez, il faut que vous me fassiez signe. Hein. Oui, parce que sur mon écran, ça part, ça vient. Hein. Je ne sais pas si... Est-ce que vous me voyez là? Test, 1, 2, 3, test. Test, 1, 2, 3, test. Et Tatanani, bonjour. Merci beaucoup. Merci MJ. Alors, sans plus tarder, écoutez, je ne connais pas les codes du live, hein, donc moi je le fais à ma façon. Le but, c'est pas de récolter du buzz ou des clics. En fait, j'ai besoin de parler avec vous de trois petites choses qui me semblent très très importantes. La première, c'est la réaction qu'il y a autour du Covid-18. C'est-à-dire ce que les exécutifs ont fait. Alors là, je veux parler de Macky Sall notamment, mais plus globalement de toute la classe politique, l'opposition, la manière dont le gouvernement a réagi. J'aimerais parler un peu de ça. Et puis, bon, on va parler évidemment des services de l'État, des forces de l'ordre notamment, ce qu'elles ont fait, comment elles ont réagi. Et puis, on parlera aussi des populations, comment les populations ont réagi au Covid-19. Je crois que c'est une part importante du dispositif. Ensuite, on parlera un peu de l'affaire de la chloroquine, ce que moi j'appelle l'affaire de la timone.
Je pense que nous sommes attendus dessus aussi, il faut qu'on en parle un peu. Et puis, j'aimerais terminer par quelques fake news, en fait, donc des choses qui, de mon point de vue, compromettent la lutte qui est en train d'être mise en œuvre pour vaincre le Covid-19. Alors, sans plus tarder, hein, moi je voulais d'abord commencer par vous remercier tous, et ça je crois que... Alors, est-ce que tout le monde vous me suivez ou pas? Cool. Ok, parce que je vois plus la vidéo moi, donc je suis un béotien, c'est ma première expérience, mais je vois que des gens bienveillants en ligne, donc je ne suis pas inquiet d'être déjugé. Voilà, donc je compte sur vous. Alors, le premier, merci Mariem Soda, ma petite sœur, merci infiniment. Alors, je voulais commencer par la réaction des exécutifs. Je voulais, et je pense que vous en serez tous d'accord, féliciter le président Macky Sall. Ceux qui me connaissent et qui me fréquentent sur les réseaux sociaux savent que je suis extrêmement critique vis-à-vis de Macky Sall. Je suis d'ailleurs l'un de ses plus sévères contempteurs. Et je pense que sur la crise du Covid-18, donc du coronavirus, il a quand même fait ce qu'il fallait. De mon point de vue, il a fait à sans faute. À la hauteur des moyens, évidemment, que nous avons, un pays pauvre, hein, pays pauvre très endetté, à la hauteur des moyens que nous avons, je pense qu'il a fait le job. Il a vraiment fait tout ce qu'il fallait jusqu'à l'état d'urgence. Et il n'a pas hésité à le faire. Moi, je fais partie, hein, au départ, de ceux qui l'estimaient un peu timoré et qui l'avons beaucoup morigéné, tu sais, pour qu'il arrête, qu'il ferme les frontières. C'est posé beaucoup de questions. Et puis, il a pris cette décision. Et il l'a pris surtout en respectant un agenda, parce que de mon point de vue, et après on peut en partager, hein, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas d'accord, à exprimer des objections, des contradictions fortes, parce qu'il faut qu'on les assume. Il a fait ce qu'il fallait, il a fermé les frontières à temps, et il a pris des mesures fortes en interne, notamment en réduisant le temps de travail, notamment le couvre-feu, et on peut en discuter parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord dessus. Je pense notamment à mon nouvel ami, Maître Chimère Gomis, je ne le vois pas en ligne, mais peut-être qu'il l'aura après coup. Je pense aussi à Karl Pape, Maître Karl Pape, avec qui j'ai échangé et qui m'a dit son souci du couvre-feu. Mais je pense que vous aussi, hein, vous pouvez avoir quelques réserves sur les raisons pour lesquelles le couvre-feu est une bonne mesure ou pas. Alors, on peut en discuter. Mais de mon point de vue, c'est une très bonne mesure. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de circuler le soir. Il faut aussi que le matin, ils arrêtent de circuler. Mais les gens n'ont pas d'argent. Les gens n'ont pas les moyens de vivre en confinement si le matin, ils ne vont pas chercher de quoi faire. Alors, le jour où on trouve le moyen, comme c'est le cas pour le Maroc, de fournir des alternatives aux gens, c'est-à-dire que le Maroc a pris des options, voilà, je me mouche dans un mouchoir, hein, et je le jette ensuite, hein, parce que nous devons nous-mêmes aider à diffuser les bonnes pratiques. Donc, le Maroc a pris de très bonnes initiatives dans ce domaine-là, en confinant les gens, en prenant en charge leurs salaires, et même les salaires de l'informel ont été payés sur Orange Money, enfin sur les mobile money en tout cas. Donc, je voulais quand même dire qu'il nous manque cette brique-là dans la gestion du Covid-19. Il me semble que cette partie-là, salut Chantal, sois la bienvenue, cher Oumar Diabaté, Mathurin Sagna, Ousmane Doy, mon frère, soyez les bienvenus. Donc, je pense que cette partie-là, c'est la brique qui nous manque en fait pour être totalement opérationnel. Sur cette question donc, de la gestion du Covid-19, je pense qu'une fois qu'on a félicité le président Macky Sall, il faut tout de suite après féliciter la classe politique, qui de concert, hein, dans un bel ensemble, ont accepté de mettre sous le boisseau toutes nos histoires là, nos histoires politiques, hein, nos petites querelles à la petite semaine, nos égos, hein, pour aller rencontrer le président et l'assurer de leur soutien. Évidemment, j'ai vu les réserves de Ousmane Sonko. Mon point de vue, c'est qu'elles étaient malvenues.
elles étaient malvenues parce que dans ce type de... sa présence, en fait, était à saluer, mais le fait qu'il ait estimé qu'il était de bon ton de prendre des distances, je pense que ça affaiblit son discours. Mais c'est une opinion et je la soumets évidemment à votre critique avec humilité. Je trouve aussi que la classe politique dans son ensemble a bien joué le jeu et a contribué. J'ai vu par exemple la contribution de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui justement, parce qu'il n'avait pas été convié, en tout cas il pensait qu'il n'était pas convié, j'ai vu qu'après il a été convié au titre des premiers ministres qui ont été conviés après les hommes politiques. Mais comme il avait la double casquette, je pense que ça a pu l'induire en erreur. Et nous sommes tous d'accord que voilà, c'était possible de se tromper. Donc il a quand même pris sa plume et de sa plus belle écriture, si c'est possible de le dire, hein, maintenant à l'heure des réseaux sociaux, il a écrit ce qu'il considérait comme étant de bonnes mesures. On aura l'occasion d'y revenir sûrement au cours de ce débat, puisque j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce qu'il a mis dessus. Mais je crois que vous avez tous compris que quand le président Macky Sall appelle ces gens-là, l'ASR, c'est vrai, et je l'ai dit au départ, sois le bienvenu, j'ai dit effectivement qu'on l'a tous critiqué sur le fait qu'il n'ait pas fermé les frontières à temps, c'est vrai. Mais il les a fermées aujourd'hui, c'est vrai. Et c'est toujours un couteau à double tranchant. Parce que vous savez bien que nos économies faibles ne peuvent pas toujours jouer sur un même niveau à jeu égal avec les grandes puissances. Et donc c'est une décision que l'on ne prend un peu que contraint et forcé. Ansilver Dieko, sois le bienvenu mon frère. Merci beaucoup, mon frère de l'université Dakar-Bourguiba. Merci infiniment. Donc voilà un peu, il me semble en fait... alors, Gabriel, oui, sur Sonko, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'on devrait saluer effectivement ce qu'il a fait? Moi, j'ai beaucoup de réserves. J'avais beaucoup de réserves hein, pour ce qui me concerne au sujet des réserves que lui-même a exprimées. Je trouve que ce n'était ni le lieu ni le moment. Voilà. Et puis, pour le reste, bon, on peut être d'accord ou pas. Ok. Donc, ces questions-là, en fait, le Maroc a pris cette décision assez tôt, mais le Maroc n'est pas le Sénégal, et le Sénégal, évidemment, n'est pas le Maroc. Voilà. Donc, une fois que ces choses-là sont dites, sur la classe politique, je pense que nous sommes effectivement tous d'accord sur cette espèce d'unanimité qui est à saluer. Salut, ma sœur, Sorna, Sophie, Isabelle, oui. Effectivement, le transport en commun est un vecteur en puissance. J'ai vu d'ailleurs des photos des photos absolument incroyables, hein, où on a mis des chaises en plastique dans les tatas sur l'allée centrale. Alors que, j'ai absolument pas compris ce sujet. Effectivement, je pense que le transport en commun est un problème, c'est un vecteur en puissance. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Abdoulaye Thioub quand il dit en fait qu'il est pour un confinement partiel du secteur informel. Mais ce confinement partiel, je pense que les autorités peinent à prendre cette décision, et c'est mon point de vue, hein, ce n'est évidemment pas un jugement ni un avis d'expert, mais c'est une opinion. Sur le confinement du secteur informel, la question c'est comment on les soutient. Parce qu'évidemment, pour confiner des gens, il faut avoir les moyens de les soutenir, et le secteur informel, c'est quand même c'est plus de 50% de l'économie sénégalaise, plus de 50% des actifs, ça fait quand même énormément de gens. Donc c'est une décision qui, même si elle est facile à prendre, a un impact quand même non négligeable sur beaucoup de gens. Donc je pense que c'est une question en tout cas qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Alors sois le bienvenu Raymond, mon grand frère, et puis Khadibara aussi, merci beaucoup, sois la bienvenue ma sœur. Alors, donc, le premier point, donc, c'était celui-là, c'était donc voir un peu avec vous hein, les réactions des populations, les réactions de Macky et de la classe politique au sujet du Covid-19. Je pense hein, qu'on peut leur donner à tous, allez, 9 sur 10, quoi, vraiment. Hein, je pense qu'on sera tous d'accord dessus. Alors, la deuxième chose, donc, au sujet des réactions, c'est de parler, évidemment, des populations. Parce que dans les populations, moi, il y a 3 choses en fait que je veux aborder avec vous. La première, en fait, c'est
j'ai été un peu déçu parce que j'ai vu un peu la manière dont les populations ont réagi et puis l'espèce de lynchage qu'il y a eu des émigrés. Vous savez, tous les gens qui sont aujourd'hui dans la diaspora ont été, comment on va dire, suspectés de vouloir nuire à leur pays d'origine. Et donc, bon, c'est une question qui n'est même pas discutable. Eh, Frangin, Papis. Salut Frangin, Papis Koïta. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir de te voir. Thanks, bro. Alors, sur les expatriés et les immigrés, mon sentiment est que les populations ont été un peu dures avec les émigrés. On a vu à un moment donné, même les gens sont allés jusqu'à suspecter les émigrés de venir avec le Covid-19 à dessein pour infecter les populations. Évidemment, je pense que nous serons tous d'accord que cela est juste inimaginable. Quand on regarde le rôle, le poids économique des émigrés, il faut le mettre en corrélation avec le volontarisme des émigrés. Parce qu'ils contribuent à l'économie nationale plus que l'aide publique au développement. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose de connu. Et à partir du moment où ils contribuent autant, on doit en déduire qu'ils n'ont que de bonnes intentions vis-à-vis des populations qui sont restées au pays. Donc vraiment, je n'ai pas très bien compris. Évidemment, avec cette espèce de... Il y a eu une espèce de, comment on va dire, de phobie au départ. Oui, Sorna Sophie, on peut en discuter. On peut en discuter, mais 9, waouh, Mandal, je pense que 9/9. Alors évidemment, je basculerai entre le français et le wolof pour permettre à tout le monde, en tout cas à ceux qui ont cette préférence-là, de pouvoir éventuellement contribuer et puis suivre en même temps. Donc il y a eu cette question en fait de la stigmatisation des émigrés d'une part, et elle m'a fait craindre quelque chose. Elle m'a fait craindre, ah oui, exactement Marie-Justine, moi je suis d'accord avec toi, et je pense d'ailleurs que c'est ça. J'aurais même donné 9,5 sur 10, oui, effectivement, plus proche de 9,5. Oui, Gabriel, je suis d'accord, et je l'ai déjà dit, vraiment, avec unanimité, toute la classe politique a eu un très beau rôle dans cette gestion de crise, sauf Sonko. Et même Sonko, en fait, je suis d'accord globalement sur ce qu'il a fait, j'ai juste une réserve sur ce n'était pas le lieu de mettre des réserves. Voilà. Et donc, ça, je le dis clairement. Alors, je sais bien qu'après, tous les gens du parti PASTEF vont me tomber dessus, mais je crois que je suis légitime pour apporter des critiques au parti PASTEF. Okay, je ne dirai pas ici pourquoi, mais je pense que je suis légitime pour critiquer, voilà, amicalement, fraternellement des fois, mes anciens frères du parti PASTEF. Donc, voilà, discuter aussi de ça, donc du rôle des populations vis-à-vis des émigrés, de l'espèce de peur aussi des populations, et qui est le résultat de mon point de vue, de la mauvaise communication. On n'a pas bien communiqué au départ, et tout le monde s'est inquiété. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et c'est la communication sur les médias internationaux. Il y a quelque chose que nous maîtrisons, c'est la communication localement. Et ce que nous communiquons localement doit être fait de nature à contrebalancer l'impact de la communication internationale. Oui, c'est possible, et à la fois orienter les populations pour qu'elles aient les comportements que nous voulons. D'ailleurs, je pense que la réaction assez vigoureuse que nous avons eue des forces de l'ordre, elle procède aussi des faiblesses de la communication. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu assez de communication, il faut qu'on se comprenne. Je pense qu'il y a eu beaucoup de communication. Par contre, je pense que la débauche de communication pilotée par des journalistes dont le métier, parce qu'il faut le rappeler, le journalisme et la communication ne sont pas les mêmes métiers. Or, dans le gouvernement, pour la plupart, quand on parle de communication, on parle d'anciens journalistes qui se sont reconvertis en communicants. Et je pense en fait que c'est cela le problème. Parce qu'il ne suffit pas de communiquer à la télé, à la radio, dans la presse écrite, d'afficher
sur les panneaux publicitaires et de faire des choses dans le cinéma et puis sur le web pour considérer qu'on a communiqué. La communication, elle prend en compte les cibles et puis elle utilise les vecteurs les meilleurs pour toucher ces cibles-là en modifiant, en manipulant le message. Il y a eu énormément d'informations et ça c'est vrai. Par contre, la communication, et puis bon, je pense qu'après cette crise-là, on aura l'occasion, il faut que nous l'évaluions, cette communication-là, dans le cadre de la gestion du Covid-19. Mais, alors, globalement, je pense quand même qu'on peut être d'accord que sur les populations aussi, au-delà de quelques cas qui sont anecdotiques, parce que vous voyez aussi l'effet des réseaux sociaux. Maître Chimère, soyez le bienvenu. Je disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, que j'avais un ami avocat, enfin un nouvel ami justement, puisque nous sommes amis depuis pas longtemps, et que nous avions eu un échange extrêmement fructueux qui m'avait permis aussi de revenir moi-même sur certaines opinions que j'avais. Donc soyez le bienvenu, Maître Chimère. Maman Amar, sois le bienvenu, mon frère. Oui, alors on va en parler du couvre-feu noctambule, Maman, sois le bienvenu. Chérif, mon frère, sois le bienvenu. Chérif, je voulais saluer ton action. École au Sénégal, vraiment bravo. École au Sénégal, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Chérif Ndiaye est le promoteur de École au Sénégal et c'est lui qui nous donne aujourd'hui une alternative avec le confinement des enfants à la maison. On n'a rien pour continuer le lien pédagogique. Et École au Sénégal est en négociation à la fois avec le ministère de l'Éducation nationale et avec des opérateurs télécoms pour offrir une alternative crédible à côté d'autres initiatives, comme celle de TFM que j'ai vue, qui est une bonne initiative, qui a le mérite d'exister, mais qui est à parfaire de mon point de vue. Oui, Fatimé, je suis d'accord, trop dur, les gens ont été trop durs avec vous, et trop durs et trop injustes parfois, vraiment. Rokia Sissé, sois la bienvenue. Laïsar, je suis d'accord avec toi sur le défaut de communication. On aura l'occasion d'y revenir dans le cadre de ce direct-là. Alors, oui, effectivement, donc, les populations, attention, le lynchage des émigrés, attention, attention, attention. Okay, la deuxième chose sur les populations, c'est qu'il faut qu'elles se souviennent que tout ce qui est fait aujourd'hui est fait à leur exclusif bénéfice. Il faut que les populations se souviennent, parce qu'on a tendance à l'oublier. Qui est le bénéficiaire des mesures que prend le gouvernement? C'est les populations. S'il n'y a pas d'épidémie, c'est les populations qui en bénéficient. Si notre pays est sécurisé, c'est les populations qui en bénéficient. Donc, vraiment, le premier bénéficiaire de toutes ces mesures-là, c'est les populations. Donc, il ne faut pas... Et d'ailleurs, moi, le rapport que nous avons, je ne veux pas que ce soit un rapport de... Il ne faut pas être paternaliste. Il ne faut pas être condescendant vis-à-vis des populations. Mais nous avons un rapport qui est très similaire à celui que nous avons avec nos enfants. Quand nous corrigeons nos enfants, nous les corrigeons non pas parce que nous ne les aimons pas, nous les corrigeons aussi parce que nous considérons que quelque part, ils ont failli à quelque chose qu'ils devaient faire et que voilà, c'est incompatible avec ce que nous attendons d'eux. Et c'est dans ce cadre-là que je voulais aborder donc cette espèce d'épisode un peu désastreux, d'ailleurs qui a opposé sur les réseaux sociaux les pro-sanctions très sévères et les pro-droits de l'homme. Parce que pour moi, il n'y a pas de pro et d'anti. Tous sont pour le Sénégal. Par contre, il y en a qui ont considéré que c'était tolérable de voir des forces de l'ordre corriger des personnes. Et après, elles l'ont fait d'une manière un peu particulière, et puis chacun a manipulé des arguments. Et je voulais dire en fait que, parce que j'ai vu mon jeune frère Vincent Mendy, que je ne vois pas ici, mais qui a fait un live aujourd'hui pour parler un peu de ça, en mettant au défi, et je pense que Maître Chimère avant lui, et Maître Karl, et puis le président Babacar Gaye l'avaient fait avant lui, en demandant en fait quels étaient les arguments juridiques qui justifiaient que des forces de l'ordre se mettent à battre des contrevenants au couvre-feu. Alors, je voulais dire en fait que c'est pas le droit qui organise ça, le droit organise le couvre-feu. Et je voulais vous donner un exemple en fait parce que sinon on va faire du juridisme en fait.
Hein. Et je ne veux pas faire du juridisme. Alors faire du juridisme, hein, pour les profanes, c'est quoi? C'est utiliser la règle de droit et chercher à n'expliquer que la règle de droit hors de tout contexte dans lequel il se déroule. Or, la règle de droit, elle est faite pour les hommes. La règle de droit, elle n'est pas faite pour le droit, elle est faite pour les hommes, et non pas les hommes pour la règle de droit. Et il faut donc se souvenir en fait que quand il y a une loi, la loi a besoin d'être appliquée sur le terrain. Et qui est l'agent d'application de cette loi-là? Eh bien, c'est les forces de l'ordre. Et c'est elles qui, de ce point de vue-là, sur le terrain, apprécient les forces et l'intensité des forces qu'elles doivent mettre en œuvre pour faire cesser un dysfonctionnement. C'est elles qui doivent l'apprécier. Regardez, qui parmi nous, au cours d'une manifestation non autorisée, je prends cet exemple parce que c'est l'exemple que nous connaissons le mieux. Il y a eu beaucoup de manifestations au Sénégal, au nombre desquelles il y avait des manifestations non autorisées. Et donc, les manifestations non autorisées, qu'est-ce qui se passe? Les policiers, dans aucune loi, il n'est écrit qu'on peut utiliser une matraque pour frapper les participants à une manifestation autorisée. Dans aucune loi, il n'est écrit que l'on peut prendre des grenades lacrymogènes pour les jeter, pour disperser les manifestants dans une manifestation autorisée. Pourtant, je n'ai jamais entendu les partisans des droits de l'homme se plaindre de ce que des grenades aient été jetées dans une foule pour la disperser quand il y avait une manifestation non interdite. Donc je pense quand même qu'on peut considérer que le juge, et j'utilise cette expression à dessein, je sais que Maître Chimère, Gomis ne sera pas d'accord avec moi, mais je l'utilise à dessein. Le juge de l'intensité des forces à utiliser sur le terrain des opérations, ce sont les forces de l'ordre. Évidemment, l'agent lui-même ne travaille pas tout seul. Il est sous la responsabilité de quelqu'un qui lui-même répond d'un ministre, qui lui-même répond d'un président, etc. Et sous ce rapport-là, on peut rechercher très loin la responsabilité des fauteurs. Mais de quoi il s'est agi, en fait? Et pourquoi ça a opposé les gens sur les réseaux sociaux? Les gens dont j'ai entendu dire qu'ils étaient contre l'attitude des forces de l'ordre l'ont dit pour deux raisons. La première des raisons pour lesquelles elles étaient contre, c'est qu'il y avait des cas particuliers. Il y avait des gens, effectivement, qui se sont retrouvés sur le terrain un peu tard. Oui, effectivement, les couvre-feux noctambules, on va en parler, Mahaman. Mais ça, c'est une querelle, si tu veux, sénégalo-sénégalaise. Je termine là-dessus, après je reviens sur l'efficacité du dispositif contre-feu dans la lutte contre la propagation des maladies. Hein, si tu veux bien. Hein. Reste en ligne, hein, Mahaman, on va en parler tout de suite. Donc, le juge, en fait, de l'utilité et de l'intensité des forces, c'est l'agent des forces de l'ordre. On a opposé, on a dit, en fait, qu'il y avait des gens qui étaient en retard et qui étaient involontairement en retard. On peut l'entendre, on peut entendre cela. Et puis, de l'autre côté, il y avait des gens qui considéraient que ce n'était pas juste de frapper tout le monde parce que les droits de l'homme reconnaissent la dignité humaine et n'acceptent pas que, comment ça s'appelle, on frappe quelqu'un simplement parce qu'il a contrevenu à une règle. Alors, je veux vous dire en fait que sur ces deux points-là, moi je suis totalement en phase avec vous. Et d'ailleurs, ce que je préconise en fait, c'est qu'il ne faut pas frapper les gens. Il ne faut pas non plus, il faut aussi demander aux gens les raisons pour lesquelles elles se sont retrouvées à cette heure-là, aussi tard, sur le terrain de couvre-feu. Maintenant, examinons le point de vue des forces de l'ordre. Parce que ceux qui sont comme moi, et je fais partie de ceux qui ont dit à un moment donné qu'il fallait corriger les gens. Je fais partie de ceux qui ont dit ça. Et je fais partie de ceux qui ont salué l'intervention des forces de l'ordre en disant la chose suivante. On a expliqué de toutes les manières possibles, on a utilisé tous les canaux possibles pour dire qu'il y aurait un couvre-feu. Tout le monde doit prendre des dispositions pour ne pas être sur le terrain à l'heure du couvre-feu. Et que dès lors, l'emploi de tous les moyens possibles était envisageable, était concevable, était même souhaitable, parce que je suis allé jusque-là,
en disant que je trouvais que c'était souhaitable que l'on utilise la force pour contraindre les gens à rester chez eux. Et donc, l'argument de ceux qui sont de mon côté était le suivant. Le premier, c'est que ça a un effet dissuasif. Et c'est celui-là, moi, qui m'intéresse. La dissuasion, que personne ne se dise qu'il ne risque rien en se retrouvant sur le terrain au-delà de l'heure prévue par le couvre-feu. Il faut que tout le monde comprenne qu'il risque quelque chose. Et là, je veux donner l'exemple du Rwanda. Je l'ai partagé aujourd'hui. Au Rwanda, ils sont allés beaucoup plus loin. Au Rwanda, ils ont tiré à balles réelles sur les populations, sur deux jeunes garçons, en fait, qui se sont retrouvés dehors. Bon, évidemment, c'est un cas particulier. Ils ne tirent pas à vue, hein, qu'on se comprenne bien. Ils ne tirent pas à vue sur les populations. Ils ne tirent pas à vue sur les populations. Désolé, j'ai reçu un appel. Hein. Désolé. Ils ne tirent pas à vue sur les populations. Que font-ils? En fait, en réalité, c'est un épisode un peu malencontreux parce que je suis allé vérifier un peu pour recouper les informations et m'assurer que les raisons pour lesquelles ils ont fait ce qu'ils ont fait ne procédaient en fait que de l'exception. Parce que ces deux jeunes, en fait, qui ont refusé qui se sont un peu disputés avec les agents qui les ont interpellés et qui en sont venus aux mains. Et donc, les agents, pour faire cesser ça, ont tiré dessus. Attention, je ne dis pas aux populations au Sénégal, aux forces de l'ordre, de tirer sur les populations. Ça doit être clairement dit. Ce n'est pas ce que je dis. Je donne juste un exemple pour qu'on puisse comparer ce que, d'un côté, on a fait par rapport aux coups de ceinture, effectivement, qui peuvent être considérés comme un peu durs, qui ont plu sur la tête des contrevenants, mais je pense que ça a eu l'avantage que le lendemain, le jour 2, il ne s'est rien passé de fâcheux. Okay, donc, je voulais terminer là-dessus parce que je voulais dire que ce n'était pas un débat juridique, c'était un débat politique. Politique au sens de décision sur la gestion de la cité. C'était un débat politique et c'était une mesure politique prise par par les décideurs politiques pour permettre en fait d'obtenir comme finalité que les gens respectent le couvre-feu. Maintenant, sur l'efficacité, pour répondre à la question de Mahaman Amar, et pour lequel Maître Gomis avait déjà dit, Maître, je vous salue, qu'il était dubitatif sur l'efficacité du couvre-feu comme mesure pour juguler la propagation de l'épidémie. En réalité, quand vous regardez en Chine, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine a considéré en fait que les couvre-feux, en fait le confinement, allez, on va utiliser le terme parce que c'est le confinement. Le confinement avec des aménagements. Ils ont confiné, ils ont aménagé. D'ailleurs, vous pouviez sortir sous certaines réserves et ils ont utilisé l'intelligence artificielle. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'appelle tous les incubateurs du Sénégal, du Mali, et les incubateurs en général, à organiser des hackathons pour que les ressources du web, les ressources de l'informatique et de la technologie soient mises à contribution parce qu'elles ont sérieusement aidé la Chine et les pays, les dragons asiatiques, à juguler l'épidémie. Nous en sommes, nous, au début. En fait, il faut que nous travaillions pour que l'intelligence artificielle serve. Aujourd'hui, avec Google, on sait tous où est-ce que quelqu'un est passé. Il suffirait en fait que, avec les smartphones, on revoie le parcours des gens pour voir si, un, ils ont été dans une zone à risque, si, deux, ils ont eux-mêmes, avec les outils de prise de température, vérifié s'ils ont de la fièvre. Troisièmement, vérifier en fait si ils ont été en contact avec quelqu'un qui a été déclaré malade récemment. Si ces trois conditions-là sont réunies, le considérer comme un cas suspect. Et ça, c'est la première étape. Parce que l'étape des cas suspects permet de travailler sur la détection et sur les tests. On doit parler de ça. Les pays chinois ont réussi à juguler l'épidémie à cause de la détection systématique et du fait qu'ils ont testé de manière à grande échelle les populations. Et c'est parce qu'ils ont testé à grande échelle et qu'ils ont confiné ceux des gens qui ont été testés qui étaient malades, ils les ont confinés les uns dans des hôpitaux, ceux qui étaient malades,
les autres qui étaient suspects, donc ce qu'on appelle les cas contacts, dans des hôtels réquisitionnés pour l'occasion, et puis les troisièmes qui n'étaient pas encore malades ni testés chez eux à domicile. C'est cette stratégie-là qui a permis en fait aux Chinois, aux Coréens de vaincre l'épidémie et d'opérer ce qu'on appelle la rétroversion des cas. Donc, parce qu'aujourd'hui la courbe en fait elle est exponentielle, elle augmente, et ensuite à un moment donné elle doit commencer à diminuer. Et ce n'est que quand elle a commencé à diminuer qu'on peut considérer que les mesures comment on va dire, pour juguler l'épidémie ont été mises en œuvre et qu'elles sont efficaces. Donc aujourd'hui, on n'en est même pas là. Aujourd'hui, alors je suis désolé, je ne veux décevoir personne, mais au Sénégal, on n'en est même pas encore là. Aujourd'hui, on est juste au début et nous sommes en train de chercher les moyens, les méthodes pour pouvoir régler cette question de la diffusion-là des choses. Donc il faut qu'on teste. Il faut tester à grande échelle. Et tester à grande échelle, et ça me permet d'aborder la question de l'exclusivité qui a été pendant longtemps réservée à l'Institut Pasteur et qui ne se justifie pas. Il y a le professeur Maud de l'IREFRES, je crois. Alors si je me trompe, donnez-moi la bonne info, s'il vous plaît. L'IREFRES, je crois, non, du professeur Mboup, Souleymane Mboup, qui était parfaitement capable, parfaitement compétent pour mener cette, comment on va dire, cette détection-là à côté de l'Institut Pasteur. Et je crois que ça nous a fait perdre du temps. Et c'est ça justement qui justifie moi le point et demi, le demi-point en fait que je n'ai pas attribué aux gouvernants. C'est cette espèce de, ils ont un peu tergiversé avant d'autoriser d'autres structures à diagnostiquer le mal. J'espère qu'au Mali, pour mes amis du Mali qui suivent ce direct, j'espère qu'au Mali, on ne fera pas la même erreur, parce que j'ai écouté le professeur Didier Raoult qui disait simplement que le test en fait pour le Covid-19, il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires, c'est de la PCR. C'est vraiment, c'est vraiment un test de réaction en chaîne, la polymérase de réaction en chaîne. C'est donc un test extrêmement simple à faire. Maintenant, ceux qui ne sont pas équipés et qui pourraient constituer une occasion de diffusion en fait, du mal, il faut les mettre de côté, très clairement. Il ne faut pas faire de copinage ni de népotisme, mais tous ceux qui ont les compétences doivent être mis à contribution pour diagnostiquer. Parce que plus on diagnostique, plus on trace, plus on repère et on localise, plus on est capable donc de mettre en place des confinements locaux. Et je pense à ça, quand mon ami Abdoulaye Thioub parlait tout à l'heure de confinement partiel, moi je suis plutôt partisan de la théorie du confinement local. Qu'est-ce que ça veut dire? J'habite dans un quartier, notamment Hippodrome. Si ce quartier, il y a eu un cas, je confine Hippodrome. Voilà, je confine Hippodrome et j'organise ce confinement en ravitaillant. Parce que c'est ça la question. En fait, pourquoi le confinement est compliqué? Il est compliqué parce qu'en Afrique, les gens ne mangent pas bien, ne mangent pas régulièrement, ils n'ont pas d'argent et ils n'ont donc pas de quoi faire des stocks. Et donc, le sujet, en fait, c'est de dire, puisqu'ils n'ont pas de quoi faire des stocks, si on identifie des quartiers, prenons le cas de Padoua, Grand Yoff, Scaturbam, évidemment, c'est des cas, vous avez bien compris, pris au hasard, parcelles, unité 2, unité 3, on peut imaginer de confiner localement une unité. Pourquoi? Parce que ce confinement local, au contraire du confinement partiel qui nécessite, qui prend le temps en considération, moi je ne parle pas, je parle d'une géolocalisation du confinement. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis ouvert à ce qu'on en discute, mais quand je parle du confinement local, je dis en fait que il faut, oui, Gabriel, c'est ce que je dis en fait, je dis effectivement que l'Institut du professeur Mboup, IRESF, merci Raymond. Donc l'Institut du professeur Mboup a été tardivement habilité à faire des tests. J'estime qu'il aurait pu être habilité plus tôt à faire des tests et que bon, c'est pas grave, ne chipotons pas sur le lait versé. Aujourd'hui il est habilité, c'est très bien. Donc je termine donc sur la théorie du confinement local que les Chinois ont appliqué en mettant en quarantaine Wuhan. Wuhan, qui est la zone du Hubei,
dans laquelle a pris feu, si vous voulez, le feu départ en fait vient de Wuhan, et la première zone qui a été mise en quarantaine, c'est le Wuhan. Alors, il ne faut pas qu'on oppose le confinement total au confinement partiel. De mon point de vue, il faut plutôt que nous considérions la possibilité de confiner localement des zones. Et donc, confiner localement des zones, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça ne compromet pas l'activité des zones là où il n'y a pas de problème. Ça neutralise cette zone-là et ça empêche les gens d'en sortir jusqu'à ce qu'on ait totalement réglé le problème dans cette zone. Ça empêche donc d'avoir des feux départ et donc d'avoir une propagation en cercle concentrique. La troisième chose que ça permet d'approvisionner de manière séquencée, de manière périodique, cette zone-là, sans que ça ne coûte énormément, ni au pouvoir local, je parle là des mairies et des choses comme ça, ni au pouvoir central, qui pourrait de manière plus, comment on va dire, chirurgicale, de manière plus précise, aider certaines zones dans des populations données. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport au confinement. Et je pense en fait que les populations doivent être bien conscientes que, aujourd'hui, nous sommes passés de la sensibilisation, de l'invitation à rester chez soi, de l'état d'urgence, du couvre-feu. La prochaine étape, c'est le confinement. Et donc, ça dépend vraiment des populations et de la manière dont elles fonctionnent. On a un prochain test. Le prochain test des populations, c'est le prochain vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi dernier, et je veux le dire avec force, a été déterminant dans la prise de décision de l'exécutif de passer à l'état d'urgence. Nous avons tous eu des sueurs froides en voyant les populations s'attrouper pour demander l'ouverture d'une mosquée, pour demander de relâcher un imam. Et on a eu des sueurs froides quand on a vu à Touba la mosquée, en tout cas, alors que toutes les autres du Sénégal étaient fermées. Enfin, je crois, puisqu'il y a eu quand même quelques mosquées qui n'ont pas fermé, je pense quand même qu'on a eu des sueurs froides. Et ça a été pour beaucoup dans la décision de passer à la deuxième étape, c'est celle de décréter l'état d'urgence et de mettre en place ce couvre-feu. Je pense qu'effectivement, nous ne sommes pas assez réactifs pour le confinement partiel. Oui, je suis d'accord. Sorna, je suis totalement d'accord sur le confinement. Je pense effectivement que confinement partiel, alors je disais tout à l'heure que je ne suis pas d'accord pour le confinement partiel, plus quand même pour le confinement local. Alors en tout cas à cette étape pour des zones comme le Sénégal qui n'en ont pas encore de manière démesurée, mais quand même on aurait mis en œuvre cette mesure-là. Par exemple la maison, le quartier à Touba où il y a eu le problème au départ, on aurait pu organiser une espèce de quarantaine, pas dans la maison mais dans le quartier, dans le quartier où ça a eu lieu. Empêcher les gens d'y accéder, empêcher les gens d'en sortir. Voilà. Donc ça, c'était le point que je voulais aborder sur les populations. Et puis terminer sur les populations en disant que, en réalité, les populations sont la clé de résolution de ce problème-là. Oui, absolument. La chaîne de décision trop longue, on est d'accord. Et puis inexistante, c'est vrai. Et c'est pour ça que je parle de la chaîne logistique. En pratiquant un confinement local, on peut imaginer des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent mieux. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas de raison d'être confinés continuent de vaquer à leurs occupations. Et dès qu'il y a un cas, cette zone est confinée et on les approvisionne. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'aller chercher, on leur apporte les choses. Donc voilà, effectivement, Sorna, je pense qu'on sera d'accord dessus. Mais bon, on pourra peut-être en discuter dans un autre direct. Le couvre-feu, pourquoi il est important? Il est important parce que quand les populations ne vont ni travailler, quand elles ne sont ni chez elles, ni ne vont travailler, la probabilité est forte qu'elles aient des activités sociales. Et ces activités sociales-là sont des activités de regroupement. Par exemple, le thé, qu'on connaît très bien, les gens s'attroupent à 3 et se mettent à faire du thé. Il y a les boîtes de nuit, qui sont comment on va dire, des nids de culture, en tout cas pour le Covid-19, qui permettraient en tout cas au Covid-19 de s'épandre à une plus forte allure. Les restaurants, etc. Je pense que quand on n'ouvre pas le couvre-feu en fait du soir, a l'avantage en fait de permettre à l'ensemble d'éteindre les occasions de socialisme. Voilà.
Le couvre-feu, son premier mérite, et je pense que c'est son mérite principal, c'est fermer les occasions de socialiser. Voilà. Et ces occasions de socialisation-là sont autant d'opportunités de diffusion du virus. Donc moi, je suis un partisan du couvre-feu. Voilà. Maintenant, les gens, j'ai entendu des gens blaguer, et des amis de mes connaissances, blaguer sur le fait que le Covid-19 se propagerait uniquement la nuit. Non, il ne se propage pas uniquement la nuit, mais on est obligé de faire un arbitrage entre finalement les fonds des populations, donc leur capacité à stocker, donc à acheter beaucoup pour une longue période. Donc il faut gérer ça, d'une part, et de l'autre côté, les occasions de socialiser quand les gens ne vont pas travailler. Donc je pense en fait que c'est une très bonne mesure intermédiaire, mais c'est une mesure intermédiaire, il faut aller plus loin. Et je pense que de toute façon, si les populations réagissent favorablement, on en restera là. Sinon, l'État, je pense, doit avoir prévu un mécanisme en fait de gradation dans la mise en œuvre des actions pour juguler, pour neutraliser en fait la propagation de l'épidémie. Dernier point sur les populations, avant d'aborder le point de la chloroquine. Nous devons tous être conscients, et ça c'est valable pour tous mes amis qui nous regardent en ce moment, nous avons une grande responsabilité. Nous avons une responsabilité parce que nous avons tous une communauté, et que cette communauté, nous devons la mobiliser et expliquer à cette communauté ce que nous croyons juste. Moi je peux vous dire que je crois que le message de Sophie, de Raymond, de Gabriel, de Abraham Beng, mon frère, de Maître Chimère, de Ibrahim Amalikoun, de Papis Koïta, de Zoubida, de Laïsar, de Adel Dakou, de Rokia Sissé, de Laïsar, toutes ces opinions ont plus de poids sur la communauté de chacun d'entre nous que ce que dit l'État à la télé. Et je veux vous assurer que notre effort de mobilisation, si vous croyez que notre effort de mobilisation est inutile, il faut penser à la piqûre d'un moustique ou à la morsure d'une fourmi. Je le dis comme ça en souriant, mais vous avez bien compris ce que je veux dire. Il n'y a pas de petit effort de communication. Il n'y a pas de petit effort de communication. Et donc nous avons tous une responsabilité. Nous devons communiquer pour que tout le monde soit conscient du danger auquel nous sommes exposés. Pour moi, cette maladie-là à laquelle nous sommes exposés, c'est la maladie du siècle. Et d'ailleurs, c'est ça le sens de mon intervention aujourd'hui. Je n'ai jamais fait de direct, parce que je ne suis pas dans cette démarche de narcissisme, c'est-à-dire de faire un direct pour qu'on me voie. Je suis plus dans une démarche en fait de sensibilisation, et je crois en tout cas que ma voix porte au sein de ma communauté, et j'essaie de la diffuser au sein de ma communauté. À charge pour chacun de reproduire le format et d'essayer d'expliquer à chacun d'entre nous, à chacun des gens de sa communauté, ce qu'il convient de faire. Alors donc, nous avons une responsabilité et elle n'est pas petite. Ok. Alors, sur la question maintenant de la chloroquine, j'ai entendu, et un peu malgré moi, j'ai entendu un professeur sénégalais s'insurger contre le traitement du Covid-19. Alors évidemment, je ne veux pas être... alors, excusez-moi une seconde. Oui. C'est vrai. C'est vrai, Maître Chimère. Moi, je suis tout à fait d'accord, Maître Gomis. On a eu ce débat. Et je veux le dire ici. Et je veux dire votre position pour que nul ne l'ignore. Je veux dire votre position clairement. Vous avez condamné, et vous l'avez condamné légitimement, et nombre de mes amis l'ont condamné légitimement. Et je pense que c'est une posture que l'on peut entendre. Oui, effectivement, on a vu certains militaires faire des selfies lors de la préparation de leur sortie. Et ça a occasionné des bavures, etc. On peut l'entendre et franchement, j'entends votre indignation et je la partage pour la partie des droits de l'homme. Mais je ne renonce à rien sur l'efficacité de la démarche. Mais je suis d'accord avec vous, maître, et vous avez raison, c'est critiquable, c'est condamnable. Et ce que je dis est critiquable. Quand je dis que les forces de l'ordre ont eu raison de faire ça, c'est critiquable. Mais je le dis en pensant à l'objectif que ça nous a permis d'atteindre, c'est-à-dire inoculer dans le corps, dans la psychologie des Sénégalais, le virus de la peur de sortir le soir.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous permettra à terme, en tout cas qui aura un impact très positif sur l'issue de cette, de cette pandémie, si on en voit le bout. Okay, donc je voulais revenir donc sur l'affaire de la chloroquine parce que j'ai vu un professeur d'université, de médecine notamment, s'insurger un peu dans ce débat en remettant en question le protocole dit de la Timone. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit du protocole de la Timone, en fait, il s'agit de l'utilisation de la chloroquine toute seule ou en accompagnement avec ce qu'on a appelé l'azithromycine. L'azithromycine. Et ce protocole de traitement a été utilisé par 2 fois. Il a été utilisé, excusez-moi, alors j'espère que je n'ai pas chopé le Covid-19, je me testerai demain, j'espère que je ne l'ai pas chopé, mais je n'ai pas été en contact, je crois, récemment avec des gens qui revenaient de là-bas ou quoi. Mais bon, je me testerai demain et puis on verra et puis je vous dirai ce qu'il en est. Ok, j'espère qu'il n'y a pas de raison pour moi de m'inquiéter. Donc, et puis n'hésitez pas à le faire vous-même si vous pensez qu'il y a des raisons de vous inquiéter. N'hésitez pas à le faire. On a parlé à suffisance des gestes barrières. On a parlé de ce qui était important. Au nombre d'ailleurs des gestes barrières, il y en a un. Oui, absolument, Noah. C'est exactement ça, c'est ce que je veux dire. C'était pour dissuader les gens d'aller plus loin. Voilà, c'est ça le sujet. Et je pense que, bon, il faut qu'on assume aussi de ne pas être d'accord. Hein. Franchement, il faut qu'on assume de ne pas être d'accord dessus. Je voulais dire en fait que, au nombre des gestes barrières, on reproduit les mêmes gestes barrières. Et là, je veux répondre à mon jeune frère, Moussa Hubert Vologem, jeune frère très pertinent, et lui dire en fait que, alors, je vois Maître Thune, éminent juriste, il y a un texte qui peut être le support juridique de l'attitude des policiers. Écoute, Maître, avec grand plaisir, si tu peux me le partager, tu me sortirais une épine du pied. Hein, parce que j'ai un débat avec Maître Gomis, tu peux m'aider, avec grand plaisir, je suis preneur. Donc, sur cette question-là des gestes barrières, il y a un geste dont on ne parle pas, mais qui est un geste hautement contagieux, en tout cas qui porte beaucoup de... qui amène en tout cas beaucoup de raisons de diffuser en tout cas la maladie. C'est le fait de cracher. Pour ceux qui habitent dans nos pays, en Afrique, au Sénégal, au Mali, etc., franchement, le fait de cracher, c'est un gros souci. C'est un gros souci et c'est le professeur Raoult qui en a parlé. Et il en a parlé en disant ceci. Oui, c'est vrai, effectivement. Maintenant, on a les cas communautaires, effectivement, il faut... Mais on peut toujours juguler localement. Tu as raison, Fatimé. Le professeur Raoult dit qu'un crachat, c'est environ 5 millilitres de crachat. Et donc, s'il y a du virus dedans, il y en a infiniment plus que dans un éternuement ou dans le fait de tousser. Comment on va dire, les postillons que nous partageons, que nous sécrétons quand nous éternuons ou quand nous toussons ou quand nous nous mouchons sont moins importants que quand nous crachons. Et de ce point de vue-là, il y a 2 choses. D'abord, il fait très chaud dans nos populations. Oui, c'est vrai, maître. Vous avez tout à fait raison. Il fait très chaud. Quand vous crachez, et vous savez, le mécanisme de transmission de la tuberculose, c'est quoi? C'est le crachat. Et le virus le Covid-19, c'est exactement la même chose. Vous crachez en fait, ça se met sur la route, ça sèche, et c'est surtout pour ceux qui conduisent des motos que c'est catastrophique. Et il a été prouvé dans l'étude justement qu'a consulté le professeur Raoult, il a été prouvé que les modes de propagation, pourquoi ça a été aussi rapide en Chine, c'est aussi à cause de cette culture bien ancrée du crachat. Et ça revient à la question donc dont Moussa, on a eu un échange en fait sur Facebook, où on n'était pas d'accord sur l'utilité du masque. Alors je veux te dire que j'ai évolué, j'ai changé d'avis. Alors pour mes autres amis, je fais partie de ceux qui disaient que le masque en fait n'est pas utile si vous n'êtes pas malade. Eh bien j'ai changé d'avis à cause justement de ça.
de cette propension à cracher et du rôle que les crachats ont eu dans la diffusion de la maladie en Chine. Et pour nos amis donc, qui roulent à moto ou qui sont piétons, effectivement, il faut avoir un masque. Et je pense que nous avons une grande responsabilité. Et les populations, l'État a une grande responsabilité de dire et de donner les masques. Évidemment, en priorité au personnel médical, mais aussi à tous les autres. Tous ceux qui, pour des raisons professionnelles, ne sont pas confinés, sont obligés de sortir, doivent sortir avec un masque. Et de ce point de vue, donc, je voulais parler d'une alternative au masque, parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent. On m'a dit que dans certains pays, je crois au Cameroun notamment, le masque est vendu jusqu'à 800 francs l'unité. Alors évidemment, si vous devez en changer plusieurs fois par jour, c'est plus que ce que gagne quelqu'un qui est considéré comme pauvre dans nos pays. Donc oui, effectivement, je pense effectivement qu'il faut faire attention et porter un masque. Alors l'alternative au masque, en fait, c'est quoi? C'est le fait de se voiler à la Touareg ou à la Maure, oui, à la Maure ou à la Touareg. C'est-à-dire de porter un foulard. Et peut-être que certains d'entre vous peuvent expliquer, peuvent faire des vidéos pour expliquer comment le faire. Moi, je ne sais pas comment on porte un foulard, mais vous pourriez imaginer de mettre un foulard à la Touareg qui vous couvre le nez et puis la bouche. Et quand vous allez en moto, même si vous n'avez pas de casque, ça peut vous aider dans la diffusion en fait par les crachats, qui sont effectivement un mode de diffusion dont on ne parle pas et dont l'OMS devrait se saisir. Parce que justement, l'épidémie est trop neuve et trop récente pour qu'on ait déjà capitalisé. J'ai vu aujourd'hui un de mes amis ivoiriens partager en fait un livre que Jack Ma, le fondateur de Alibaba, a partagé, où eux ont déjà commencé à capitaliser sur les moyens pour neutraliser l'épidémie, pour la traiter, d'abord pour la prévenir, pour la traiter et pour empêcher la réinfection. Donc il est disponible, hein, allez le voir sur Alibaba, où je mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Il est en anglais, il paraît qu'il y a une version française. Moi je ne l'ai eu qu'en anglais pour le moment, mais il y a une version française que je partagerai dès que je l'aurai. Donc sur cette question-là, attention au crachat, et si vous n'avez pas de masque, utilisez le foulard. Pour les femmes, je pense au moins que là on a une bonne occasion, voilez-vous. Voilez-vous quand vous sortez, voilez-vous de manière à couvrir en tout cas cette partie-là de votre visage pour éviter et puis porter des habits longs, hein, justement pour que les seules choses que vous deviez désinfecter en arrivant après avoir enlevé vos habits soient vos mains en les lavant et après en les nettoyant avec un gel hydroalcoolique et en changeant régulièrement vos habits. Donc voilà ce que je voulais dire en fait sur les gestes barrières et rajouter en fait aux gestes barrières les crachats. Alors, si on peut éviter de cracher, évidemment, c'est mieux, mais je pense que c'est un réflexe, une habitude en tout cas sociologique, que l'on ne va pas changer dans le courant de cette crise-là. Comme elle est déjà acquise, cherchons les moyens de neutraliser ça. Ok? Alors, sur le débat donc, de la chloroquine en fait, et de l'hydroxychloroquine, en fait, c'est un protocole en fait qui utilise la chloroquine pour neutraliser le virus du Covid-19, notamment dans la partie pneumonie, c'est-à-dire dans les poumons et dans l'infection pulmonaire que le virus occasionne en fait. Et ce traitement a été utilisé en Chine. Il a été théorisé d'abord par le professeur Raoult il y a longtemps, je pense en 2013 ou 2015, j'ai plus le chiffre exact, 2013 ou 2015, mais regardez, c'est disponible en ligne. Et en Chine, c'est grâce à ce protocole de traitement qu'ils ont pu traiter les patients. Et donc, alors pourquoi c'est important de traiter les patients? Parce que en traitant le maximum, on aboutit rapidement à une espèce d'immunité collective, ce qu'on appelle une couverture collective de la population dans laquelle plus de 50% de la population a été infectée par le virus. Évidemment, on n'est pas là, on n'en est pas à ce niveau-là. Mais si on a résorbé le problème aussi rapidement, en Chine notamment, c'est en raison de l'usage de la chloroquine. Et donc, en France, le professeur Raoult à l'Institut
universitaire hospitalier de la Timone à Marseille a utilisé ce mécanisme. Il fait deux choses en fait. Le premier, c'est qu'il détecte systématiquement. Il fait des tests en fait. Et c'est ce que l'OMS recommande. L'OMS recommande de faire énormément de tests. Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas à aller vous dépister. C'est une super idée et ça vous permet de vous ôter un grand doute. La deuxième chose, c'est que si vous avez le Covid-19, et ça je le dis en souriant, pour justement rompre cette question de stigmatisation, c'est une bonne chose parce qu'au moins, vous savez que vous n'avez plus ce stress et cette, comment on va dire là, cette hantise de tomber malade puisque vous l'êtes déjà et que ça se traite très bien. Donc, n'hésitez pas à vous faire dépister. Et deuxième chose, c'est le traitement donc par la chloroquinine. Il l'a fait et donc il a fait une étude dans laquelle il a traité 27 patients et sur ces 27, je crois les 24 ont été guéris. Et puis il y en a un qui est sorti du traitement, il y en a je pense 2 ou 3 qui sont morts. Oui, parce que évidemment, il faut savoir en fait que ce n'est pas le virus seulement qui est mortel, il est mortel quand il trouve un état de ce qu'on appelle un état de morbidité. Donc les maladies chroniques, le diabète, le cancer, certaines maladies chroniques facilitent le... Alors je vois que Ibrahim Malikoun m'a partagé le texte en fait. Ok, en fait c'est l'article 19 de la loi de 69, c'est ça Ibrahima, c'est celui-là? C'est l'article 19 de la loi de 69, hein, c'est ça? Ok, parce qu'il me semble en fait que je l'avais partagé. Et bon, ça avait créé un peu de polémique, mais on aura l'occasion, parce que je pense que sur les prochains directs, on en aura d'autres. On pourra peut-être faire intervenir certains experts, des juristes, des médecins, etc., pour permettre à tout le monde d'avoir une opinion claire de ce qui est en train de se passer. Donc, sur ce débat-là, donc, une fois que j'ai dit ce qui s'était passé, en France, ça fait un tollé. Un tollé au sein de la communauté scientifique, en fait, où les uns reprochaient au professeur Raoult un peu son réflexe de savant fou, en disant que finalement, il se prend pour une star et que son étude sur 27 personnes n'est pas pertinente. Parce que, justement, la base d'échantillonnage est trop faible pour pouvoir fonder dessus un traitement à grande échelle. Et donc, le ministre français de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a expliqué en fait que, au départ, hein, parce que Le Monde, le journal Le Monde, le très sérieux Le Monde, n'a pas hésité à aller jusqu'à dire que c'était une fake news. C'était une fake news en fait qu'on ne peut pas traiter le Covid-19. Or, il a montré en fait que c'était possible. Et d'autres sont allés, d'autres de ses collègues ont dit en fait que ce n'était pas sérieux, que sur 27 cas, on puisse dire que ça fonctionne. Et lui donc a rajouté en disant que c'est quand même fou. Alors, pour que vous compreniez bien, il faut que vous sachiez qui est le professeur Raoult. Professeur Raoult, ce n'est pas l'un des meilleurs infectiologues au monde, c'est le meilleur infectiologue au monde. Vous allez, hein, il y a un site qui s'appelle Expertscape, en fait sur expertscape.com, qui vous permet en fait de voir tous les spécialistes de la médecine dans chacun des domaines de connaissances de la médecine, de taper un domaine de connaissances et de voir quel est l'expert. Enfin, vous avez un ranking en fait, un classement, et vous avez le premier. Si vous tapez les maladies transmissibles dans Communicable Disease, la première personne sur laquelle vous tombez dans cette liste-là, je vous le donne en 1000, hein, c'est le professeur Raoult. Donc, ce n'est pas seulement l'un des meilleurs, c'est le meilleur absolu. Alors, c'est le meilleur absolu. Il a un institut à Marseille, qui est un institut qui a dû mobiliser, je ne sais pas, plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est à la pointe de la technologie en matière de lutte, d'infectiologie. Cet institut, dont le professeur Raoult est le directeur, a découvert énormément de virus, dont même ce qu'on appelle les virus géants, donc qui étaient des virus absolument inconnus. Le professeur Raoult a écrit plus de 71 articles scientifiques, parce qu'il faut savoir comment on devient un expert en matière médicale.
On devient un expert en matière médicale en produisant beaucoup d'articles scientifiques, d'une part, en les soumettant à un comité de lecture et de relecture, et une fois que ce comité de lecture l'a validé ou l'a amendé, enfin, s'il l'amende, vous le reprenez, et s'il le valide, vous pouvez le diffuser. Il en a fait 71 sur le domaine de l'infectiologie, donc des maladies transmissibles, donc de la question des virus. Il est considéré comme le meilleur mondial. Cet homme-là nous dit que le traitement à la chloroquine et à l'azithromycine permet de soigner des patients. Mieux, il les soigne. Il ne le dit pas, parce qu'évidemment, il y a deux choses. Il y a d'abord le protocole in vitro, c'est-à-dire théoriquement, est-ce que ça fonctionne? Et puis ensuite, in vivo, c'est-à-dire qu'on fait les tests sur l'homme. Et donc, dans les éprouvettes, ça fonctionne, il l'a montré, ça tue le virus. Et ensuite, quand on le prend sur l'homme, il a guéri des patients. Alors, ma question est simple. Qui faut-il croire entre celui qui est un expert mondial, qui a produit des articles scientifiques, en veux-tu, en voilà, qui a la tête de probablement la structure la mieux équipée, la structure à la pointe de la technologie en Europe, qui a guéri des gens, ou, alors je ne veux pas être méprisant, hein, mais le petit professeur, non, allez, le grand professeur d'université sénégalaise, dont moi je n'ai vu sur Internet, parce que je suis allé chercher, aucun article scientifique, pas un article scientifique. Je n'en ai pas vu un. Attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que je n'en ai pas trouvé. Qui n'a produit aucun protocole de traitement, en tout cas que je sache, qui a tout au plus, parce que vous savez, il y a deux théories hein, de ceux qui s'opposent en fait dans le traitement du coronavirus. Il y a deux théories. Il y a d'un côté ceux qui disent qu'il faut faire un traitement symptomatique, ça veut dire donc que vous avez des symptômes, vous avez mal à la tête, on traite le mal de tête. Vous avez de la fièvre, on vous donne un fébrifuge. Vous avez des courbatures, on vous donne quelque chose contre les courbatures. Vous avez une pneumonie, on vous donne quelque chose contre la pneumonie. Ce qu'on appelle un traitement symptomatique. Et puis de l'autre côté, il y a un traitement qui est un protocole de traitement et qui est complet et qui s'attaque surtout aux causes racines, c'est-à-dire au virus lui-même et pas aux symptômes que le virus propose. Et je vous explique, pour l'instant, ce qui se faisait avant ce protocole-là, parce qu'il n'y a que les protocoles expérimentaux, hein, vous le savez bien, le virus n'étant connu que depuis pas longtemps, il ne peut pas y avoir de protocole autre que des protocoles expérimentaux. Et je reviendrai sur cette question d'expérimentation. Donc, s'il n'y a que des protocoles expérimentaux, il va bien falloir à un moment donné les mettre en œuvre. Et j'entends donc quelqu'un qui n'a proposé aucun protocole de traitement expérimental, qui n'est pas un scientifique de renom, en tout cas moi je ne le connais pas, qu'on se comprenne, je ne le connais pas. Et je sais que je ne suis pas une exception. Et de l'autre côté, une sommité mondiale qui a traité, qui a réglé, qui travaille dedans depuis toujours, d'aussi loin qu'ils se souviennent, ils travaillent. Et puis, je dois terminer parce que quand vous voyez sur Expertscape, parce qu'évidemment, le professeur Raoult ne travaille pas tout seul. Il a des virologues dans sa structure, extrêmement compétents. Sachez que les 20 suivants sur Expertscape, les 20 qui suivent le professeur Raoult, sont dans son équipe, sont dans sa structure à l'IHU. Qu'est-ce qu'on veut? Donc vraiment, alors on doit se féliciter. On doit se féliciter en fait que l'État, et notamment le professeur Seydi, je crois, dont j'ai vu une des vidéos, indiquait, oui allez, grand professeur, non, ne chipotons pas, franchement Sorna, je ne veux pas chipoter, vraiment grand professeur, mais quand même grand professeur avec pas beaucoup d'articles scientifiques, ok? Il a certainement tous ses diplômes, mais il n'a pas beaucoup d'articles scientifiques de produits. Et donc, le professeur Seydi, qui est d'ailleurs le professeur Seydi, a à son actif des track records, des références. C'est le seul professeur à avoir traité un cas de Ebola. Vous savez, vous vous souvenez, en 2015 ou 2016, je ne sais plus,
2013 peut-être, je ne sais plus, le cas d'Ebola, 2013, c'est le seul à avoir traité un cas d'Ebola. Vous vous souvenez, le Guinéen qui avait passé la frontière et qui était rentré au Sénégal, qui a été gardé aux maladies infectieuses, il a été traité par le professeur Seydi. Alors, ce grand professeur-là aussi, dont je n'ai pas vu, hein, je dois le dire, à la vérité, même si quand même il a fait un concours extrêmement difficile, il en est sorti le premier, donc professeur Seydi, je pense quand même c'est une pointure, a dit qu'on est en train d'utiliser le protocole à partir de maintenant du professeur Raoult au Sénégal. Et donc c'est un motif de satisfaction pour nous tous qui nous sommes fait l'écho au début de ce protocole de traitement-là et du fait qu'il fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc je voulais quand même revenir sur cette question-là et attirer quand même l'attention justement au nombre des fake news, et je termine par ce point-là parce que c'est le point le plus important. Partout où on a parlé de chloroquine en Afrique, il y a eu une ruée sur la chloroquine. Ici, au Mali où je suis en ce moment, la chloroquine a été vendue, il paraît, parce que moi je ne l'ai pas achetée, mais il paraît, jusqu'à 80 000 francs la plaquette. 80 000 francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, une plaquette de chloroquine, c'est 2 000 francs, allez, maximum. 80 000 francs, ça a été vendu à un moment donné. Donc, il ne faut pas que nous fassions le jeu aussi comment on va dire, des usuriers. Donc, de ceux qui profitent de cette maladie pour s'enrichir. Et donc, il ne faut pas confondre de ce point de vue-là la simple chloroquine, la nivaquine, du plaquenil. Okay? Et c'est très important cette différence-là. La nivaquine, ce n'est pas ce qui est utilisé pour traiter ce cas-là. C'est le plaquenil. Et attention à l'automédication, mes amis. Attention à l'automédication. Dans le protocole de traitement du professeur Raoult, avant d'administrer le protocole, il commence par ce qu'on appelle un ECG, en fait un électrocardiogramme. C'est-à-dire qu'il ne traite pas tous les patients directement. Pourquoi? Parce que à certaines doses de chloroquine et d'azithromycine, vous risquez en fait une crise cardiaque. Voilà, donc le surdosage en fait de la chloroquine peut avoir comme effet secondaire effectivement la crise cardiaque. Et c'est pour ça que si vous devez vous faire traiter de la chloroquine, il faut que ce soit dans un cadre hospitalier. Donc ne le faites pas de chez vous, n'achetez pas de la chloroquine. C'est ça mon message. N'achetez pas de la chloroquine et faites la différence entre la nivaquine et le plaquenil. Ce n'est pas le même médicament, ce n'est pas le même principe actif. Attention, et ça, il faut le dire avec force et dites-le à ceux qui en ont déjà acheté et que vous connaissez. La nivaquine, ce n'est pas le plaquenil. La nivaquine, ce n'est pas le plaquenil. Excusez-moi, j'avais un appel. Ce n'est pas le plaquenil. Donc, faites attention, parce que si vous le prenez en automédication, hors du cadre hospitalier, c'est-à-dire sous une surveillance hospitalière, vous risquez une crise cardiaque. Le professeur Raoult, quand il l'administre, il a pour précaution de vous faire subir au préalable ce qu'on appelle un électrocardiogramme. C'est une mesure en fait du rythme cardiaque. Et il permet en fait de s'assurer que vous n'avez aucun dysfonctionnement au niveau cardiaque. Parce que si vous en aviez un, l'un des risques que vous courez avec ce traitement-là, c'est effectivement la crise cardiaque. Donc attention, et dites aux gens qui seraient tentés de se l'auto-administrer que ce n'est pas le modèle, n'est pas le mode de fonctionnement. Okay? Troisième chose pour laquelle, et troisième de mon point de vue, il y a beaucoup de fake news. Le seul moyen de lutter contre les fake news, c'est que quand une chose, et c'est WhatsApp hein, directement, si vous avez une information qui arrive sur WhatsApp dont vous n'êtes pas sûr, allez la double-checker sur oms.com. Allez la double-checker sur l'Organisation mondiale de la santé. Ok? Donc vraiment, faites attention. Je vais donc maintenant arrêter. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, je n'en vois pas. Je voulais remercier du fond du cœur Ibrahima Malik Thioune, et puis Simer, Maître Gomis, et puis Sorna, parce que je vous vois en train, dans un débat extrêmement fécond, que je vous encourage d'ailleurs à poursuivre après. Hein. Je connais Maître Simer depuis pas longtemps, je peux attester la qualité d'homme que c'est. Je connais Ibrahima Malik Thioune aussi,
Sorna, et je connais tous les gens qui se sont connectés aujourd'hui. Peu de gens peuvent en dire autant. Je connais tous ceux qui se sont connectés ici. Je voulais les remercier, vous remercier tous du fond du cœur pour avoir passé ce direct-là avec moi. Nous avons fait 1h14. Je n'ai pas vu de questions. Je pense que nous avons traité le sujet que j'avais prévu d'aborder avec vous. Invitez tout le monde à respecter les gestes barrières, évitez de cracher. Dans la mesure du possible, si vous n'avez pas de masque, prenez un voile, prenez un foulard, portez un foulard.